Le téléphone vibrait sur la table de la salle de pause. Louise jeta un coup d'œil à l'écran. Maman. Elle hésita une seconde. Les appels de sa mère devenaient de plus en plus rares ces derniers mois. Allô maman? Louise. La voix était sèche, inhabituelle. Il faut que je te dise quelque chose. Louise sentit son estomac se nouer. Autour d'elle, l'hôpital Saint-Joseph continuait son ballet habituel. Des infirmières passaient dans le couloir, des plateaux repas s'entrechoquaient. Mais quelque chose dans le ton de sa mère venait de figer le temps. J'ai vendu la maison de papa. Les mots tombèrent comme des pierres. Louise serra le téléphone contre son oreille. Comment? Quoi? J'ai donné l'argent à Marc. Il en avait besoin. Louise se leva brusquement, sa chaise grinçant contre le sol. Ses collègues levèrent les yeux, surprises par le bruit. Maman, cette maison, papa voulait qu'elle reste dans la famille. Tu me l'avais promis pour Emma et Thomas. Marc a des problèmes, Louise. Des gros problèmes. Et moi? J'existe aussi. Mes enfants existent. Le silence s'étira. Louise entendait sa propre respiration, trop rapide. Au bout du fil, sa mère soupira. Tu n'es qu'une parasite qui profite de tout, Louise. Tu as toujours tout eu facile. Marc, lui, il souffre vraiment. Les mots la frappèrent comme une gifle. Louise s'appuya contre le mur, les jambes soudain faibles. Une parasite? Tes enfants, ils méritent mieux qu'une mère comme toi. Peut-être qu'il serait mieux chez Marc et sa femme. Louise ferma les yeux. La cafétéria de l'hôpital continuait de bourdonner autour d'elle, mais elle avait l'impression d'être dans une bulle de silence assourdissant. Je vois. Sa voix était devenue très calme. Merci de m'avoir prévenue. Louise, ne le prends pas comme ça. Au revoir, maman. Elle raccrocha et resta immobile. Ses mains tremblaient légèrement. Marie, sa collègue, s'approcha. Louise? Ça va? Oui, oui. Juste, un problème familial. Mais elle mentait. Rien n'allait. Elle rangea son téléphone et se dirigea vers les toilettes d'un pas mécanique. Une fois la porte verrouillée, elle s'effondra sur la cuvette et pleura. Des sanglots silencieux qui lui déchiraient la poitrine. Sa propre mère venait de la traiter de parasite. Sa propre mère remettait en question sa capacité à élever ses enfants. Sa propre mère avait vendu la seule sécurité financière que Louise avait pour l'avenir de sa famille. Elle essuya ses larmes et se regarda dans le miroir. Ses yeux étaient rouges, mais elle avait l'habitude de composer avec la douleur. 34 ans d'entraînement à être la forte, celle qui s'en sort toujours. En retournant dans le couloir, elle croisa David, le médecin du service de cardiologie. Il lui sourit, mais son expression changea quand il vit son visage. Louise? Quelque chose ne va pas? Non, tout va bien. Elle força un sourire. Juste fatiguée. David fronça les sourcils mais n'insista pas. Louise lui en fut reconnaissante. Elle n'était pas prête à parler. Pas encore. De retour chez elle ce soir-là, elle regarda Emma et Thomas faire leurs devoirs à la table de la cuisine. Leurs petites têtes penchées sur leurs cahiers, concentrés et innocents. Comment allait-elle leur expliquer que leur grand-mère venait de leur voler leur avenir? Maman, tu pleures, demanda Emma, ses 8 ans déjà trop perspicaces. Non ma chérie, j'ai juste de la poussière dans l'œil. Mais cette nuit-là, seule dans son lit, Louise ne put s'empêcher de repenser aux derniers mois. Les appels de sa mère qui se faisaient rares. Les conversations qui s'arrêtaient net quand elle entrait dans une pièce lors des rares visites familiales. Marc qui évitait systématiquement ses appels. Il l'avait exclue. Délibérément. Méthodiquement. Et maintenant, elle comprenait pourquoi. Louise fixa le plafond de sa chambre. 3 heures du matin. Le sommeil la fuyait depuis l'appel. Dans sa tête, les pièces du puzzle commençaient à s'assembler, formant une image qu'elle avait refusé de voir. Tout avait commencé il y a 6 mois. Elle se souvenait maintenant du premier signe. C'était un dimanche, chez sa mère. Louise était arrivée avec les enfants pour le déjeuner habituel. En poussant la porte de la cuisine, elle avait surpris Marc et leur mère en pleine conversation téléphonique. Non,
Non, elle ne peut pas savoir, avait murmuré sa mère. Le silence était tombé quand Louise était entrée. Marc avait raccroché précipitamment. Qui était-ce, avait-elle demandé. Personne d'important, avait répondu sa mère, évitant son regard. À l'époque, Louise avait haussé les épaules. Aujourd'hui, elle comprenait. Puis il y avait eu les oublis. Sa mère qui ne l'invitait plus au repas de famille. Oh, j'ai oublié de t'appeler. Toujours la même excuse. Marc, lui, était toujours présent. Marc et sa nouvelle compagne, Sylvie. Louise se leva et alla se servir un verre d'eau. Par la fenêtre de la cuisine, Léon dormait paisiblement. Elle avait l'impression que son monde s'écroulait. Elle repensa aux appels manqués de Marc. Depuis Noël, il ne décrochait jamais quand elle l'appelait. Ses messages restaient sans réponse. Elle avait mis ça sur le compte de sa timidité naturelle. Marc avait toujours été fragile, introverti. Leur père le protégeait constamment. Marc a besoin qu'on soit patient avec lui, disait toujours papa. Louise avait grandi en étant la responsable, celle qui ne posait jamais de problème. Elle excellait à l'école, aidait à la maison, s'occupait de Marc quand leurs parents travaillaient. Elle était la grande sœur parfaite. Trop parfaite, peut-être. Le lendemain matin, Louise déposa les enfants à l'école et se rendit au travail plus tôt que d'habitude. Elle avait besoin de réfléchir. Dans le vestiaire de l'hôpital, elle croisa David qui arrivait avec son café habituel. « Tu as l'air épuisé », remarqua-t-il. Louise hésita. David était discret, fiable. Médecin depuis 15 ans, divorcé lui aussi, père d'une adolescente qu'il voyait un week-end sur 2. Ils se connaissaient depuis 3 ans, partageaient parfois leur pause café. « C'est ma famille », dit-elle simplement. David hocha la tête. Les familles, ça peut être compliqué. Il y avait quelque chose dans son ton qui suggérait qu'il parlait d'expérience. Louise le regarda plus attentivement. Elle connaissait si peu sa vie privée, finalement. « Tu veux en parler ?» proposa-t-il. Louise secoua la tête. Pas encore. Elle devait d'abord comprendre l'ampleur des dégâts. De retour chez elle ce soir-là, elle fouilla dans ses papiers. Les relevés bancaires, les factures, les lettres de l'assurance. Quelque part dans ce chaos, il devait y avoir des indices sur la situation financière de Marc. Elle trouva un document qu'elle avait oublié, une demande de caution solidaire que Marc lui avait envoyée l'année dernière. Pour un prêt de 15 000 €. Elle avait refusé, gentiment mais fermement. « Je ne peux pas, Marc. Avec les enfants, mes propres emprunts. » Il avait paru comprendre. Trop facilement, maintenant qu'elle y repensait. Louise alluma son ordinateur portable et se connecta sur le site des impôts. Si Marc avait des dettes importantes, il y aurait peut-être des traces. Elle connaissait son numéro fiscal, il l'avait utilisé pour une déclaration commune il y a des années, quand ils vivaient encore chez leur mère. Accès refusé. Normal. Mais elle pouvait chercher ailleurs. Les réseaux sociaux, par exemple. Marc n'était pas discret sur Facebook. Ses photos récentes montraient des restaurants chers, des week-ends à la mer, une nouvelle voiture. Tout ça avec Sylvie, qui semblait avoir des goûts de luxe. Louise fronça les sourcils. Avec quel argent Marc finançait-il ce train de vie? Son travail d'employé de bureau ne pouvait pas suffire. Elle scrolla plus loin dans ses publications. Là, elle trouva ce qu'elle cherchait sans le savoir, une photo de Marc dans un casino, souriant, une pile de jetons devant lui. La légende disait, la chance sourit aux audacieux. La photo datait de 3 mois. Louise sentit son estomac se nouer. Marc jouait. Et s'il jouait, il pouvait perdre. Beaucoup. Elle referma l'ordinateur et regarda l'heure. Minuit passé. Demain, elle chercherait plus d'informations. Demain, elle comprendrait enfin pourquoi sa propre mère l'avait trahie. Mais une certitude grandissait en elle, cette histoire était loin d'être terminée. Le samedi matin, Louise décida de s'attaquer à une tâche qu'elle reportait depuis 1 an, ranger les affaires de son père. Les cartons étaient restés intacts dans le garage, comme si les ouvrir allait rendre sa mort plus réelle. Elle déplaça le premier carton vers la table de jardin. L'odeur de l'aftershave de papa s'échappa quand elle souleva le couvercle.
Ses yeux se mouillèrent instantanément. Des photos, des carnets, des factures classées méticuleusement. Son père avait toujours été organisé. Contrairement à elle, qui laissait traîner les papiers importants. Au fond du carton, elle découvrit une chemise cartonnée marquée « Assurance ». Elle l'ouvrit distraitement. Assurance habitation, assurance auto, assurance. Elle s'arrêta net. Police d'assurance vie. 45 000 €. Bénéficiaire, Louise Moreau. Ses mains tremblèrent en relisant le document. Ce contrat datait de 10 ans. Elle n'en avait jamais entendu parler. Papa ne lui avait jamais rien dit. Elle chercha fébrilement d'autres documents. Il y en avait d'autres. Beaucoup d'autres. Un relevé bancaire d'un compte qu'elle ne connaissait pas. Un compte épargne au nom de son père, avec un solde de 8 000 €. Et surtout, une lettre manuscrite, pliée en 4, qui portait son nom. Ma chère Louise. L'écriture de papa. Elle reconnaissait ses lettres penchées, son encre bleue habituelle. Si tu lis cette lettre, c'est que je ne suis plus là. Je voulais te protéger de quelque chose que j'ai vu venir depuis longtemps. Marc a des faiblesses. Il a toujours eu besoin qu'on le sauve de ses propres erreurs. Ta mère l'aime d'un amour aveugle qui lui fait perdre la raison. Louise s'assit lourdement sur sa chaise de jardin. Les mots dansaient devant ses yeux. J'ai constitué cette assurance vie pour toi parce que je sais qu'un jour, tu en auras besoin. Marc demandera toujours plus, et ta mère donnera toujours plus. Mais toi, ma Louise, tu mérites qu'on te protège aussi. Elle continua à lire, le cœur battant. Je sais que tu trouveras cette lettre quand le moment sera venu. Tu es forte, mais tu n'es pas seule. L'assurance vie te donnera les moyens de te défendre. Utilise-la sagement. La lettre était datée de 3 ans plus tôt. Quelques mois avant que papa ne tombe malade. Louise replia le papier soigneusement. Papa avait prévu. Il avait vu venir la catastrophe et l'avait protégée. Elle n'était pas démunie comme elle l'avait cru. Son téléphone sonna. David. Salut Louise. Désolée de te déranger le week-end, mais je me faisais du souci. Tu avais l'air vraiment perturbée hier. Louise hésita, puis regarda la lettre dans sa main. David, est-ce que tu aurais un moment? J'aimerais te parler. Bien sûr. Tu veux qu'on se retrouve quelque part? Passe chez moi si tu veux. Les enfants sont chez leur père ce week-end. 1 heure plus tard, David sonnait à sa porte. Louise l'installa dans son salon et lui raconta tout. L'appel de sa mère, les dettes probables de Marc, et maintenant cette découverte. David l'écouta sans l'interrompre. Quand elle eut terminé, il soupira. Tu sais, mon frère est notaire. Si tu veux, je peux lui demander de jeter un coup d'œil à tes documents. Officieusement. Louise le regarda avec surprise. Elle ne savait pas que David avait un frère notaire. Tu ferais ça? Les familles toxiques, je connais. Il sourit tristement. Ma sœur a failli ruiner mes parents en réclamant sans cesse leur aide financière. Parfois, il faut savoir se défendre. Louise sentit quelque chose se relâcher dans sa poitrine. Elle n'était pas seule. Il y a autre chose, ajouta-t-elle. J'ai cherché des informations sur la vente de la maison. Elle valait au moins 180 000 € d'après les sites immobiliers. Mais maman m'a dit qu'elle l'avait vendue pour donner l'argent à Marc. David fronça les sourcils. 180 000 €, c'est énorme. Tu as une idée du prix de vente réel? Non, mais je peux essayer de le découvrir. David hocha la tête. Mon frère pourra t'aider pour ça aussi. Les actes de vente sont publics. Louise rangea soigneusement les documents dans la chemise. Pour la première fois depuis l'appel de sa mère, elle se sentait moins désemparée. Elle avait des ressources. Elle avait de l'aide. Et surtout, elle commençait à comprendre que cette histoire cachait bien plus que de simples dettes de jeu. David, dit-elle alors qu'il se levait pour partir. Oui. Merci. Pour tout. Il lui sourit avec une chaleur qui lui réchauffa le cœur. On se soutient entre survivants de familles compliquées. Quand il fut parti, Louise relut la lettre de son père. Une phrase lui avait échappé la première fois, tu trouveras cette lettre quand le moment sera venu.
Papa avait raison. Le moment était venu de découvrir la vérité. Lundi matin, Louise accompagna David au cabinet de son frère, maître Vincent Dubois. Le bureau sentait le cuir et l'encaustique, avec ses bibliothèques remplies de codes juridiques et ses diplômes encadrés. Vincent examina les documents de Louise avec attention. Petit homme aux cheveux grisonnants, il portait des lunettes de lecture qu'il ajustait constamment. L'assurance vie est parfaitement valide, confirma-t-il. 45 000 €, c'est une somme qui peut vous aider. Mais pour la maison. Il sortit une liasse de papier de son tiroir. J'ai fait quelques recherches ce week-end. La propriété de votre père a effectivement été vendue. 140 000 €. Louise sentit son estomac se nouer. Seulement? Elle valait au moins 180 000. C'est exactement le problème. Vincent retira ses lunettes. L'acheteur est une société civile immobilière dirigée par un certain Jérôme Tessier. J'ai vérifié, Monsieur Tessier et votre frère se suivent mutuellement sur Facebook depuis 2 ans. David siffla entre ses dents. Louise resta silencieuse, assimilant l'information. Ça ressemble à une vente arrangée, continua Vincent. Mais légalement, votre mère était propriétaire unique. Elle avait le droit de vendre au prix qu'elle souhaitait. Même si c'est ridicule, demanda Louise. Même si c'est ridicule. Sauf si on peut prouver une manœuvre frauduleuse. Louise rentra chez elle l'esprit en ébullition. 40 000 € de moins-value sur la vente. Une somme qui correspondait exactement aux dettes de jeu qu'elle soupçonnait chez Marc. Le soir même, elle appela l'aide juridictionnelle. L'avocat commis, Maître Lemoine, avait une voix fatiguée qui trahissait des années de dossiers difficiles. Madame, je vais être honnête avec vous. Les preuves sont minces. Facebook, ce n'est pas suffisant pour un tribunal. Il faudrait démontrer un versement occulte, des documents compromettants. Et si je porte plainte quand même? Vous pouvez, bien sûr. Mais ça prendra des mois, peut-être des années. Et le résultat n'est pas garanti. Louise raccrocha, frustrée. Elle commençait à comprendre pourquoi tant de victimes d'escroquerie familiale restaient silencieuses. La justice était lente, incertaine, coûteuse. Elle décida d'agir autrement. Le mercredi suivant, elle prit son après-midi de congé et se rendit au bureau de Jérôme Tessier. L'entreprise occupait un petit local dans le 3e arrondissement de Lyon. Une plaque dorée indiquait « Tessier Promotion Immobilière ». Elle se présenta comme une potentielle cliente intéressée par ses services. Tessier était un homme d'une 50aine d'années, bedonnant, qui parlait trop fort. Il lui fit visiter ses projets en cours en la bombardant de chiffres sur la rentabilité immobilière. Vous savez, dans ce métier, tout est une question de réseau, se vanta-t-il. J'ai des amis partout. Des gens qui me font confiance, qui me proposent de bonnes affaires. Louise hocha la tête, prenant des notes. D'ailleurs, j'ai récemment acheté une magnifique maison dans le 6e. Une vraie aubaine. Le propriétaire était pressé de vendre. Pressé? Oh, vous savez, les familles. Parfois il y a des urgences financières. J'ai pu l'aider en achetant rapidement, sans passer par une agence. Ça lui a évité les frais, et moi j'ai eu un bon prix. Louise sentit sa colère monter. Tessier parlait de la maison de son père comme d'un vulgaire profit. C'est intéressant. Et vous la revendez combien? 220 000 €. Dans 6 mois, quand les travaux seront finis. Louise faillit s'étrangler. Tessier avait acheté à 140 000 pour revendre 220 000. Un bénéfice de 80 000 €, dont une partie devait probablement revenir à Marc. Elle termina l'entretien en promettant de réfléchir à sa proposition d'investissement. Une fois dans sa voiture, elle appela David. J'ai la preuve que c'est une escroquerie. Tessier revend la maison 220 000 €. C'est énorme, mais ce n'est toujours pas illégal. Il a le droit de faire des bénéfices. Et si Marc touche une commission sur la revente? Là, ce serait différent. Mais comment le prouver? Louise raccrocha, frustrée mais déterminée. Elle commençait à comprendre que dans ce type d'affaires, la justice officielle avait ses limites. Mais elle avait 45 000 € d'assurance vie. Et une idée commençait à germer dans son esprit. Si Marc et Tessier jouaient avec l'argent de sa famille,
Elle allait apprendre à jouer aussi. Mais selon ses propres règles. Ce soir-là, elle relut la lettre de son père. Utilise-la sagement, avait-il écrit à propos de l'assurance. Louise sourit pour la première fois depuis des semaines. Papa lui avait donné les armes. À elle de s'en servir intelligemment. Louise se gara devant la maison de sa mère un jeudi soir, après le travail. Elle avait réfléchi toute la semaine. Il fallait qu'elle parle à sa mère, qu'elle comprenne comment les choses avaient pu arriver. La maison semblait différente. Plus petite, plus terne. Les volets du premier étage étaient fermés, donnant à la façade un air abandonné. Louise sonna et attendit. Qui est-ce? La voix de sa mère filtrait à travers l'interphone. C'est moi, maman. Louise. Un long silence. Puis le bruit de la porte qui s'ouvre, mais la chaîne de sécurité resta en place. Qu'est-ce que tu veux? Louise eut un mouvement de recul. Sa propre mère la recevait comme une étrangère. J'aimerais qu'on parle. De la maison, de Marc. Il n'y a rien à dire. J'ai fait ce que j'ai cru bon de faire. Maman, ouvre-moi. S'il te plaît. Non. Tu es venue me faire des reproches. Je n'ai pas besoin de ça. Louise sentit sa patience s'effilocher. Elle avait conduit 20 minutes, pris sur son temps libre, pour se heurter à une porte fermée. Très bien. Alors parlons comme ça. Elle sortit son téléphone et activa le haut-parleur pour enregistrer la conversation. Une précaution qu'elle avait apprise de ses recherches sur les litiges familiaux. Maman, j'ai découvert que la maison valait 180 000 euros. Tu l'as vendue 140 000. Où sont passés les 40 000 euros de différence? Je n'ai pas de compte à te rendre. Marc a des dettes de jeu, n'est-ce pas? Cette fois, le silence fut plus long. Marc a eu des difficultés. Mais il va mieux maintenant. Grâce à l'argent de papa? Ton père est mort, Louise. Cette maison ne lui servait plus à rien. Louise ferma les yeux. La froideur de sa mère la glaçait. Et moi? Mes enfants? Cette maison devait être notre sécurité. Tes enfants ont une mère qui travaille. Marc, lui, il est fragile. Il a toujours eu besoin qu'on le protège. Et moi, j'ai besoin de quoi? Toi, tu es forte. Tu t'en sors toujours. Ces mots frappèrent Louise comme une gifle. Elle comprit enfin. Aux yeux de sa mère, être forte signifiait ne mériter aucune aide, aucune compassion. Maman, Marc et l'acheteur se connaissent. C'est une vente arrangée. Tu le sais? Je ne veux plus parler de ça. La maison va être revendue 220 000 euros. Marc touche probablement une commission. Tu dis n'importe quoi. Mais Louise avait perçu l'hésitation dans la voix de sa mère. Elle savait. Peut-être pas tous les détails, mais elle savait que quelque chose clochait. Maman, regarde-moi dans les yeux et dis-moi que tu ne savais pas. La chaîne de sécurité claqua. La porte se ferma complètement. Louise resta plantée sur le perron, son téléphone à la main. Elle n'avait rien obtenu, si ce n'est la confirmation que sa mère avait fait un choix délibéré. Marc d'un côté, Louise de l'autre. Elle remonta dans sa voiture et démarra. Au lieu de rentrer chez elle, elle se dirigea vers le quartier de Marc. Elle connaissait son adresse, un appartement moderne dans le 7e arrondissement, bien au-dessus de ses moyens théoriques. L'immeuble était neuf, avec un code d'accès et un parking souterrain. Louise attendit qu'un résident sorte pour se glisser à l'intérieur. 3e étage, porte gauche. Elle sonna. Marc ouvrit, en t-shirt et jean. Il avait grossi, ses cheveux se raréfiaient. À 32 ans, il commençait à ressembler à leur père. Louise? Qu'est-ce que tu fais là? Il faut qu'on parle. Ce n'est pas le moment. Sylvie dort, elle travaille tôt demain. Alors sortons. Marc hésita, puis attrapa ses clés. Ils descendirent jusqu'au café du coin. L'endroit était presque vide, éclairé par des néons blafards. Marc, j'ai tout découvert. Les dettes, Tessier, la revente programmée de la maison. Le visage de Marc se ferma. Je ne vois pas de quoi tu parles. Arrête. Maman m'a dit qu'elle t'avait donné l'argent de la maison.
140 000 € pour tes dettes. Et alors? C'est sa maison, elle fait ce qu'elle veut. 140 000 pour une maison qui en vaut 180. Et qui sera revendue 220. Marc devint livide. Tu n'as aucune preuve de rien. J'ai rendez-vous avec Tessier la semaine prochaine. En tant qu'investisseuse potentielle. Tu crois qu'il va me parler de votre arrangement? Marc se leva brusquement. Tu ne peux rien faire, Louise. Légalement, tu n'existes pas dans cette histoire. Peut-être. Mais je peux rendre les choses très compliquées pour Tessier. Et pour toi. Marc la regarda avec une expression qu'elle ne lui avait jamais vue. De la peur, mais aussi quelque chose de plus sombre. Laisse tomber, Louise. Tu ne sais pas dans quoi tu mets les pieds. Il sortit du café en la plantant là. Louise resta seule avec son café froid et une certitude nouvelle. Marc n'était pas seulement faible et manipulé. Il était complice. En rentrant chez elle, elle trouva 3 messages sur son répondeur. Tous de sociétés de recouvrement, réclamant des dettes de Marc. Ils avaient commencé à harceler toute la famille. Louise s'assit à sa table de cuisine et sortit l'assurance vie de son père. 45 000 €. Ce n'était pas assez pour récupérer la maison, mais c'était suffisant pour autre chose. Elle allait leur montrer ce que signifiait vraiment être forte. Louise passa le week-end à élaborer sa stratégie. L'assurance vie de 45 000 € était son atout principal, mais elle devait l'utiliser intelligemment. Elle ne pouvait pas récupérer la maison, c'était trop tard. Mais elle pouvait arrêter l'hémorragie. Lundi matin, elle contacta les 3 sociétés de recouvrement qui harcelaient la famille. Crédit Solutions, Recouvre Express et Finance Plus. Au total, Marc devait 35 000 €. Sa première conversation fut avec Madame Perrin, de Crédit Solutions. Je suis la sœur de Marc Moreau. J'aimerais discuter d'un arrangement. Madame, nous ne pouvons pas divulguer d'informations sur les dettes de votre frère sans son accord. Je ne vous demande pas d'informations. Je vous propose de payer. Le ton changea immédiatement. Payer? Intégralement? Partiellement. 25 000 € cash contre abandon de toute poursuite. Louise entendait presque Madame Perrin calculer dans sa tête. 25 000 € récupérés immédiatement contre 35 000 € hypothétiques après des mois de procédure. Il faudrait que je consulte ma hiérarchie. Vous avez jusqu'à vendredi. Après, je retire mon offre. Louise raccrocha. Elle n'était pas motivée par la générosité. Elle voulait la paix pour ses enfants et une dette de Marc envers elle. Le mardi, Madame Perrin rappela. Les 3 sociétés acceptaient le deal. Mercredi matin, Louise se rendit à sa banque pour débloquer l'assurance vie. Le conseiller, Monsieur Durand, examina les documents avec attention. C'est un montant important, madame. Vous êtes certaine de vouloir le retirer intégralement? Certaine. Puis-je vous demander l'usage que vous comptez en faire? Louise hésita. Elle ne pouvait pas dire la vérité. Investissement immobilier. Ce n'était pas tout à fait un mensonge. Elle investissait dans sa tranquillité. Le vendredi, Louise organisa une réunion avec les représentants des 3 sociétés. Elle avait choisi un cabinet d'avocats neutre dans le centre de Lyon, loué à l'heure. Messieurs, dames, voici un chèque de 25 000 €. En échange, vous abandonnez toute poursuite contre Marc Moreau et vous cessez immédiatement de contacter sa famille. Les papiers furent signés en moins d'1 heure. Marc était désormais son débiteur pour cette somme. Mais Louise n'était pas naïve. Elle savait que Marc continuerait probablement à jouer. Elle avait racheté du temps, pas une solution définitive. Le soir même, Marc l'appela. « Louise? Qu'est-ce que tu as fait? J'ai payé tes dettes. Pourquoi? Pour que mes enfants arrêtent de recevoir des appels menaçants à la maison. » Marc resta silencieux un moment. « Merci. Ne me remercie pas. Tu me dois 25 000 €. Et cette fois, il y aura un contrat. » Un contrat? Signé chez un notaire. Avec des intérêts. Tu me rembourseras 500 € par mois pendant 5 ans. Louise, je ne peux pas. Alors tu demanderas à maman de vendre autre chose. Louise raccrocha.
Elle se sentait épuisée mais également soulagée. Le harcèlement téléphonique cesserait. Le samedi, elle eut une conversation difficile avec Emma et Thomas. « Maman, pourquoi grand-mère ne nous appelle plus ?» demanda Emma. Louise chercha ses mots. Comment expliquer à une enfant de 8 ans que sa grand-mère préférait son oncle? Grand-mère traverse une période difficile. Elle a pris des décisions qui m'ont fait de la peine. Elle ne nous aime plus, s'inquiéta Thomas. Elle vous aime, mes chéris. Mais les adultes font parfois des erreurs. Ce soir-là, David passa la voir. Louise lui raconta sa semaine. Tu as fait le bon choix, dit-il. Même si ce n'est pas juste. Papa m'avait donné cet argent pour me protéger. J'espère qu'il aurait approuvé. David la prit dans ses bras. Leur relation évoluait lentement, sans précipitation. Ils se comprenaient, tous les deux marqués par des familles compliquées. Tu sais ce qui me dérange le plus, dit Louise. Ma mère pense que je suis forte, alors elle estime que je n'ai besoin de rien. Mais être forte, ça ne veut pas dire être invulnérable. Ta mère a ses propres problèmes, Louise. J'ai remarqué des choses étranges la dernière fois qu'on l'a vue. Quoi? Elle répétait les mêmes histoires. Elle semblait confuse sur les dates. Louise fronça les sourcils. Elle avait effectivement remarqué que sa mère oubliait certaines choses, mélangeait parfois les événements. Tu penses qu'elle pourrait avoir des problèmes cognitifs? C'est possible. Ça expliquerait certains comportements. Louise resta pensive. Si sa mère développait des troubles de la mémoire, cela changeait tout. Marc avait-il profité de cette faiblesse? Le dimanche soir, elle reçut un message de Marc, « Je signerai ton contrat. Mais il faut qu'on parle. » Louise rangea son téléphone sans répondre. Elle avait dit ce qu'elle avait à dire. Maintenant, c'était à Marc de jouer. Dehors, Lyon scintillait sous les lumières nocturnes. Louise regarda ses enfants dormir paisiblement. Pour la première fois depuis des semaines, elle se sentait en paix. Elle avait peut-être perdu la maison de son père, mais elle avait gagné quelque chose de plus précieux, sa dignité. Marc arriva chez Louise un mardi soir, l'air défait. Il avait les traits tirés, les cheveux en bataille. Pour la première fois depuis des années, il ressemblait au petit frère fragile de leur enfance. Louise le fit entrer dans son salon. Elle avait préparé les documents du notaire, un contrat de prêt en bonne et due forme, avec échéancier et intérêt. Café, proposa-t-elle. Marc hocha la tête. Ils s'installèrent face à face, séparés par la table basse où trônaient les papiers officiels. Louise, il faut que tu saches, je n'ai jamais voulu que ça aille si loin. Elle ne répondit pas, attendant qu'il continue. Au début, c'était juste quelques paris sportifs. Pour arrondir les fins de mois. Sylvie a des goûts de luxe, mon salaire. Combien as-tu perdu, coupa Louise. Marc fixa sa tasse de café. 35 000 €. En 6 mois. Louise retint un sifflement. C'était énorme. Quand maman a proposé de vendre la maison, j'ai dit oui. J'étais désespérée. Les sociétés de crédit me harcelaient, menaçaient de saisir mes biens. Et Tessier? Marc leva enfin les yeux vers sa sœur. Tessier me connaît depuis le lycée. Quand j'ai su que maman voulait vendre rapidement, je lui ai proposé l'affaire. Il m'a promis 15 000 € si la vente se faisait. Louise sentit sa colère remonter. 15 000 € de commission sur la maison de papa? Louise, j'étais au bout du rouleau. Tu as manipulé maman. Non. Marc se redressa. Maman savait tout. Elle savait pour Tessier, elle savait pour la commission. Elle était d'accord. Louise resta silencieuse, assimilant cette révélation. Sa mère n'était pas manipulée. Elle était complice. Pourquoi, murmura-t-elle. Marc soupira profondément. Parce qu'elle a toujours pensé que tu étais plus forte que moi. Papa s'occupait de toi, alors elle s'est occupée de moi. Quand papa est mort. Il ne termina pas sa phrase, mais Louise comprit. Leur mère avait reporté toute son affection sur Marc, le considérant comme son seul enfant fragile. Marc, maman a des problèmes de mémoire. David l'a remarqué. Le visage de Marc se ferma. Qu'est-ce que tu veux dire? Elle répète les mêmes histoires,
confond les dates. Tu ne l'as pas remarqué? Marc détourna le regard. Louise eut sa réponse. Tu le savais. Ce ne sont que des petits oublis. Marc. Tu as profité du fait que maman perdait ses facultés? Non. Elle était parfaitement lucide quand on a organisé la vente. Mais sa voix manquait de conviction. Louise se leva et se dirigea vers la fenêtre. Dehors, la nuit tombait sur Lyon. Je vais porter le contrat chez le notaire demain, dit-elle sans se retourner. Tu le signeras vendredi. Louise. 500 € par mois pendant 5 ans. Si tu rates un seul paiement, je porte plainte pour escroquerie en réunion. Marc resta silencieux. Louise se retourna vers lui. Et Marc? Fini le casino. Fini les paris. Si j'apprends que tu recommences, je raconte tout à Sylvie. Le visage de Marc devint livide. Tu ne ferais pas ça. Et c'est moi. Marc signa le contrat le vendredi suivant, chez maître Vincent Dubois. Louise assista à la signature, impassible. Son frère était maintenant officiellement son débiteur. En sortant du cabinet, Marc l'arrêta sur le trottoir. Louise, je suis désolée. Pour tout. Elle le regarda longuement. Il paraissait sincère, mais elle avait appris à se méfier. Les excuses ne suffisent pas, Marc. Il faut des actes. Le week-end suivant, Louise décida de rendre visite à sa mère. Elle n'y était pas retournée depuis leur altercation sur le perron. Elle trouva sa mère dans son jardin, arrosant des plants de tomates qui étaient déjà morts. Maman? Sa mère sursauta, comme si elle émergeait d'un rêve. Louise? Qu'est-ce que tu fais là? Je viens te voir. Ça va? Sa mère regarda autour d'elle, visiblement désorientée. Oui, ça va. J'arrose mes tomates. Papa aimait beaucoup les tomates. Louise sentit son cœur se serrer. Son père était mort depuis 2 ans. Maman, papa n'est plus là. Bien sûr qu'il est là. Il est parti au marché acheter des graines. Louise s'approcha doucement. Sa mère avait maigri, ses cheveux étaient mal coiffés. Comment avait-elle pu ne pas voir ces signes? Maman, on va rentrer. Il fait froid. Elle guida sa mère à l'intérieur. La maison était en désordre, la vaisselle s'accumulait dans l'évier. Maman, depuis quand tu ne fais plus le ménage? Le ménage? Mais si, je fais le ménage. Hier, j'ai tout nettoyé. Louise regarda autour d'elle. Rien n'avait été nettoyé depuis des semaines. En repartant, elle appela David. Je pense que maman a besoin d'aide. Vraiment besoin d'aide. Tu veux que je l'examine? Officieusement, d'abord. Pour voir. Louise raccrocha, bouleversée. Marc avait peut-être profité de la vulnérabilité de leur mère, mais elle l'avait abandonnée. La culpabilité était parfois plus lourde à porter que la colère. 3 mois plus tard, Louise accompagnait sa mère chez le neurologue. Le diagnostic était tombé comme un coup près, début d'Alzheimer, stade précoce mais évolutif. Les oublis vont s'accentuer, avait expliqué le médecin. Il faut organiser un suivi médical et envisager de l'aide à domicile. Dans la voiture du retour, sa mère semblait étonnamment lucide. Louise, je sais que j'ai mal agi avec toi. Louise serra le volant plus fort. Maman? Non, laisse-moi parler. J'ai mes moments de clarté. Je sais que j'ai préféré Marc. Je sais que c'était injuste. Elles roulèrent en silence pendant quelques kilomètres. Pourquoi? Demanda finalement Louise. Parce que tu ressemblais tellement à ton père. Forte, indépendante. Marc, lui, il avait besoin qu'on le protège. J'ai pensé que tu n'avais besoin de personne. Louise arrêta la voiture sur le bas-côté. Sa vision se brouillait. Maman, j'ai toujours eu besoin de toi. Sa mère tendit la main et caressa le visage de sa fille. Je sais, maintenant. Pardonne-moi. Ces mots simples effacèrent des années de rancœur. Louise pleura, enfin. Le mois suivant, Louise organisa un déjeuner familial. Le premier depuis la vente de la maison. Marc arriva ponctuellement,
tenant un bouquet de fleurs pour leur mère. Il payait ses mensualités régulièrement et avait arrêté le casino. « Comment va Sylvie ?» demanda Louise en préparant le repas. « Nous nous sommes séparés », répondit Marc simplement. Elle ne supportait pas mes problèmes. Louise ne fit aucun commentaire. Marc semblait plus apaisé seul. Leur mère participait à la conversation par intermittence, parfois confuse, parfois d'une lucidité saisissante. Elle regardait ses petits-enfants jouer dans le jardin avec une tendresse retrouvée. « Grand-mère raconte de drôles d'histoires », dit Emma à Louise. Mais elle est plus gentille qu'avant. La maladie avait adouci sa mère, façant ses préférences comme ses rancunes. David arriva pour le dessert. Leur relation avait évolué naturellement, sans précipitation. Ils s'entendaient bien avec les enfants et acceptaient la complexité de la situation familiale. « Louise m'a dit que tu cherchais du travail », dit-il à Marc. « Mon ancien employeur m'a licencié quand il a appris mes dettes. Mais j'ai des entretiens. Mon hôpital recrute des agents administratifs. Si ça t'intéresse ?» Marc regarda sa sœur avec surprise. Louise haussa les épaules. Tout le monde mérite une seconde chance. Après le repas, Louise se retrouva seule avec sa mère dans la cuisine. « Tu vas épouser David ?» demanda sa mère. « Peut-être. Un jour. Il est bien. Différent de ton père, mais bien. » Louise sourit. Sa mère avait encore des moments de finesse psychologique. « Maman, pour la maison, je ne t'en veux plus. Moi, je m'en veux. Cette maison aurait dû revenir à tes enfants. » Louise regarda par la fenêtre. Emma et Thomas jouaient avec leur oncle, insouciants et heureux. « Les enfants n'ont pas besoin d'une maison, maman. Ils ont besoin d'une famille qui s'aime. » Le soir, après le départ de tous, Louise fit le bilan. Elle n'avait pas récupéré l'héritage de son père, mais elle avait retrouvé sa famille. Imparfaite, abîmée, mais sincère. Marc respectait scrupuleusement ses engagements. Il lui avait même envoyé 100 € supplémentaires le mois dernier, avec un mot, pour rattraper le retard. Sa mère déclinait doucement, mais dans la sérénité. Louise avait organisé une aide à domicile 3 fois par semaine. Elles déjeunaient ensemble tous les dimanches. 1 an plus tard, Louise épousa David dans une cérémonie simple à la mairie du 6e arrondissement. Marc était témoin, leur mère assise au premier rang, tenant fermement la main d'Emma. Pendant la cérémonie, Louise pensa à son père. Il aurait été fier, non pas de sa victoire, mais de sa capacité à pardonner. Le soir, sur la terrasse de leur nouvelle maison, plus petite que celle de son père, mais achetée avec amour, Louise regardait sa famille réunie. David lisait une histoire aux enfants, Marc aidait leur mère à se servir du dessert. « À quoi tu penses ?» demanda David en la rejoignant. « À papa. Il disait toujours que la vraie richesse, c'était la famille. » David l'enlaça tendrement. Il avait raison. Louise sourit. Elle avait mis du temps à comprendre que certaines batailles se gagnent en renonçant à la guerre. Elle n'avait pas récupéré la maison de son père, mais elle avait construit quelque chose de plus précieux, une famille réconciliée avec ses imperfections. Marc rembourserait ses dettes encore 3 ans. Sa mère oublierait progressivement le passé, y compris ses erreurs. Et Louise avait appris que la force véritable ne consistait pas à tout encaisser en silence, mais à savoir poser des limites tout en gardant son cœur ouvert. Dehors, Lyon scintillait sous les étoiles. À l'intérieur, l'amour imparfait mais sincère réchauffait une famille enfin réunie.